La République autoproclamée du Somaliland élit ce lundi son nouveau président. Le sortant ne se représentant pas espère poursuivre une transition démocratique qui tranche d'avec l'instabilité de l'État somalien voisin. Au Bénin, les réactions se multiplient au sujet de l'affaire CNSS. La position du Parti communiste du Bénin sur ce dossier avec son premier secrétaire général, Philippe Noudjanoumé, dans cette édition. Au Soudan du Sud, le gouvernement du président Salva Kiir utiliserait l'aide humanitaire comme une arme de guerre. C'est du moins ce que révèle un rapport confidentiel du comité de sanctions de l'ONU. Bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Élection ce lundi du nouveau président de la République autoproclamée du Somaliland dans le nord de la Somalie. Le président sortant ne se représentant pas, il espère donc poursuivre une transition démocratique qui tranche d'avec l'instabilité de l'État somalien voisin. Reportage. Le président sortant du Somaliland, Ahmed Mohamed Silanyo, a décidé de ne pas se représenter à la fin de son unique mandat. 3 hommes sont alors en lice dans cette petite république semi-désertique de près de 4 millions d'habitants. Le Somaliland est plus homogène sur le plan clanique et surstable que le reste de la Somalie. Ancienne Somalie britannique, il a fusionné avec l'ancienne Somalie italienne à l'indépendance du pays en 1960. Puis, il a fait sécession de la Somalie et s'est autoproclamé indépendant en 1991 après la chute de l'autocrate Siad Barre qui allait plonger la Somalie dans la guerre. Le Somaliland n'est officiellement reconnu par aucun pays et est toujours considéré comme la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. La présidentielle y a lieu tous les 5 ans, mais celle-ci a été retardée depuis 2 ans à cause de la sécheresse. La campagne électorale s'est achevée vendredi et quelques 700 000 votants sont appelés aux urnes. La Commission électorale nationale a assuré qu'un système de vote biométrique avec reconnaissance de l'œil des votants sera utilisé pour la première fois. Les 2 dernières présidentielles dans ce pays, à peine plus grand que la Grèce, avaient été jugées démocratiques. Au Soudan du Sud, le gouvernement du président Salva Kiir utiliserait l'aide alimentaire comme arme de guerre. C'est du moins ce que révèle un rapport confidentiel du comité sanctions de l'ONU. Le constat serait particulièrement alarmant au niveau de la région du Wau, dans le nord-ouest du pays, où de nombreux combats se sont déroulés depuis 2016 entre le SPLA, force gouvernementale de l'armée populaire de libération du Soudan et groupes armés rebelles. Reportage. Des différentes opérations d'aide humanitaire programmées pour les zones sinistrées ou en difficulté au niveau du Soudan du Sud, une seule a pu être menée par le PAM, le Programme alimentaire mondial. Ce fut en août dernier. Sur place, les membres de la délégation y ont trouvé des civils apeurés, malnutris, obligés de fuir leur village brûlé, leurs champs détruits ainsi que leurs récoltes volées pour survivre dans la brousse avec, pour simple repas, des feuilles et des racines. Quelques 164 jeunes enfants et personnes âgées seraient aussi morts de faim au cours de l'année écoulée. Le constat crève les yeux dans la région de Wau, dans le nord-ouest du pays. Le mouvement de la SPLA, force gouvernementale de l'armée populaire de libération du Soudan, y avait mené une vaste campagne militaire entre 2016 et 2017, déplaçant près de 100 000 personnes, mais quand les ONG ont voulu apporter de l'aide alimentaire pour alléger le niveau de souffrance, les autorités les ont systématiquement bloqués, révèle un rapport confidentiel accablant du comité de sanctions de l'ONU. Il souligne le dit rapport qu'il s'agit d'une tentative délibérée d'affamer les civils considérés comme des opposants au gouvernement. Le gouvernement de Salva Kiir a donc utilisé l'aide humanitaire comme arme de guerre, concluent les experts de l'ONU qui notent que les opérations de la région de Wau avaient été décidées au plus haut niveau de l'État. Les responsables onusiens s'inquiètent par ailleurs que les forces alliées au président Salva Kiir et à son vice-président continuent toujours d'entraver l'aide humanitaire et le travail des casques bleus au Soudan du Sud.
Au Bénin, les réactions se multiplient au sujet de l'affaire CNSS relative donc au placement à risque de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la BIBE, une banque en difficulté au moment des faits. Après certains syndicats, le principal mis en cause, Laurent Métognon, peut désormais compter sur le soutien de son parti politique d'appartenance, le PCB. La position donc du Parti communiste du Bénin sur ce dossier avec son premier secrétaire général, Philippe Noudjanoumé. Dans la journée du 6 novembre, le ministre des Finances, Romuald Wadani, est monté au créneau, ainsi que le DG de la CNSS, Draman Diatema. Pour pourfendre cette fois-ci le coupable, il est pour le moins curieux que monsieur le ministre des Finances, Romuald Wadani, le même qui a introduit le dossier en Conseil des ministres, se trompe même sur le montant des placements. Et le Conseil des ministres parle de plus de 17 milliards. Lui, dans son show télévisé, il donne le chiffre de 16 milliards. En fait, il revient à la réalité. Mais qu'est-ce qui les obligeait à aller donner un chiffre faux? Est-ce l'empressement de la condamnation de Laurent Métognon? Plus encore, et c'est là le plus grave et plus pitoyable, qu'est-ce qui oblige le ministre des Finances à devoir intervenir sur un dossier dont on dit qu'il est désormais au maître de la justice par le garde des Sceaux? Stop aux provocations. Le camarade Météo Laurent, je le dis ici, est un de nos militants intrépides qui a toujours porté et relevé l'étendard de la probité des libertés. Il ne tolérera pas, il ne tolérera aucune atteinte à sa personne et à sa liberté. Donald Trump se garderait bien d'évoquer la question des droits de l'homme et de la très controversée guerre contre la drogue lors de sa visite à Manille. Le président philippin Rodrigo Duterte s'en est dit convaincu dimanche. Voici les détails. Manille, la capitale philippine, accueille jusqu'à mardi le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. À cette rencontre d'envergure est attendu Donald Trump, le président américain. Plusieurs ONG ont exhorté Trump à mettre sur la table à cette occasion la campagne sanglante de Duterte contre les stupéfiants qui a fait des milliers de morts dans l'archipel. Mais le président philippin, lui, est persuadé que son homologue américain ne le fera pas. Il a dit quelque chose du genre « Tu sais, tu gères cela très bien. Je ne veux pas me vanter. Il y a des choses dont on ne se vante pas. Marawi et les drogues. » Des mots d'encouragement. Nous ne parlons pas de ces choses parce qu'elles ne sont pas vraies et nous ne les faisons pas. Et j'ai dit, vous devrez trouver un policier ou un soldat quelque part dans ce pays à qui j'ai donné l'ordre de tuer un être humain à genoux, qui se rendait ou couché. Depuis l'arrivée de Rodrigo Duterte au pouvoir, voici 16 mois, la police a annoncé avoir abattu 3 967 personnes. Des inconnus ont tué 2 290 suspects dans des affaires de drogue. Des milliers d'autres personnes ont été abattues dans des circonstances non élucidées, selon les chiffres de la police. Les Philippines attendent les dirigeants de 19 pays, en plus de ceux des Nations Unies et de l'Union européenne pour ce sommet. Un entretien bilatéral entre Trump et Duterte est prévu lundi. On reste avec le président américain. Malgré cette tension entre les États-Unis et la Corée du Nord, Donald Trump a laissé entrevoir dimanche une éventuelle possibilité d'amitié avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Suivez. Donald Trump était à Hanoï pour une visite éclair des principaux dirigeants communistes du Vietnam pour conclure des accords commerciaux et chercher un soutien supplémentaire pour contenir les ambitions nucléaires de la Corée du Nord qui ont été un thème déterminant à chaque étape de sa tournée en Asie. Citant des descriptions par des officiels nord-coréens et des médias d'État de lui comme un vieil homme, un autre tweet Trump a suggéré qu'il était déçu par ce qu'il a pris pour être une attaque personnelle du jeune leader du Nord. Steve, I think anything's a possibility.
Devenir ami avec le président nord-coréen, je pense que tout est possible. Des choses étranges se produisent dans la vie. Ce serait une chose étrange, mais c'est possible. Si ça arrive, ce sera une bonne chose pour la Corée du Nord. Mais ce sera aussi une bonne chose pour plein d'autres pays et pour le monde. Donc, c'est évidemment possible. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ce sera une très bonne chose si ça arrive. Depuis qu'il est devenu président, Donald Trump s'est engagé dans une guerre de mots avec Kim, négociant des insultes personnelles et des menaces de frappe militaire et soulevant des inquiétudes au sujet d'une manifestation d'hostilité. La Corée du Nord est extrêmement sensible à toute remarque qui pourrait sembler irrespectueuse de la dynastie Kim au pouvoir, dont les membres sont vénérés comme des divinités proches. En Côte d'Ivoire, l'Institut national supérieur des arts et de la culture et de l'action culturelle, INSAC, fait peau neuve. De nombreux artistes africains de renom y sont passés désormais. Le but à présent est de contribuer et donc à la richesse nationale tirée du cacao. Première économie de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire ne tire pas de dividendes de ses productions culturelles qui dominent pourtant ce marché de 90 millions d'habitants. Mais à présent, le gouvernement a pris conscience de l'ampleur de l'économie culturelle et du niveau d'employabilité qu'offre le secteur des arts et de la culture. Car, comme le dit l'écrivain et journaliste ivoirien Alpha Yaya Soumaoro, la culture ne devrait pas être la dernière roue de la charrette. On dit souvent que la musique ne s'apprend pas forcément dans les livres, c'est vrai, mais de nos jours, en 2017, c'est indispensable d'apprendre dans les livres parce qu'il y a certaines techniques qu'on n'apprend pas forcément de soi-même. Voilà, donc il faut venir à l'école, apprendre certaines techniques et ajouter à ce qu'on sait déjà. Ça fait déjà un plus par rapport à quelqu'un qui n'a pas appris à l'école. La musique a toujours été une passion pour moi. Également à l'INSAC, on apprend à être enseignant. On donne la formation pour enseigner la musique aux élèves. Et j'ai toujours adoré embrasser ce métier. Donc venir à l'INSAC me permet de combiner ces deux passions. La restructuration de l'école s'inscrit dans le même mouvement que la rénovation du musée des civilisations d'Abidjan. Entre 500 et 600 diplômés vont désormais sortir chaque année de l'Institut qui accueille 3500 élèves. C'est fait. Le Maroc a assuré sa qualification pour le mondial russe en battant la Côte d'Ivoire par 2-0. La célébration à Rabat, tout comme à Bruxelles, a été d'une effervescence pas de moindre. Il y a eu quand même des échauffourées dans la capitale belge. Grâce à leurs 2 cartons contre le Mali, 6-0 et le Gabon 3-0, les Lions de l'Atlas n'avaient besoin que d'un nul samedi pour s'envoler en Russie. Ils ont finalement décroché leur ticket avec grâce en dominant la Côte d'Ivoire sur des buts de Dirar et Benatia. La sélection marocaine peut aussi se targuer d'être la seule à ne pas avoir encaissé le moindre but durant les éliminatoires du Mondial 2018 de football. C'est aussi sa 5e qualification pour la Coupe du Monde après les éditions de 1970, 1986, 1994 et 1998. Et on est très fiers d'avoir notre équipe nationale qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc ils ont bien joué, ils méritent cette qualification. À cette occasion-là, donc je leur envoie un petit mot, donc félicitations et chapeau bas notre équipe et nos Lions. Je suis très contente d'avoir notre équipe marocaine qualifiée à la Coupe du Monde. Il a bien joué, il mérite cette qualification. Vive le Maroc! Oh, vive le Maroc! Alors que certains fêtaient la qualification sur les marches de la Bourse de Bruxelles, traditionnel lieu de célébration sportive, la police anti-émeute a dû recourir au canon à eau pour contrôler une foule d'environ 300 personnes. Disons que Bruxelles compte une importante population d'origine marocaine. À Casablanca, des milliers de supporters ont investi les principales artères de la ville pour fêter cette qualification. Le roi du Maroc, Mohamed VI, n'a lui aussi pas manqué de féliciter chaleureusement les Lions de l'Atlas.
Voilà, c'est sur cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Sika et ses différents sites.